Il existe, avant toute parole, un espace invisible où tout commence. Un espace sans forme, sans frontières, sans temps. Un espace qui n'est pas vide, mais plein d'une présence infinie. C'est dans cette présence que naquit le feu cosmique. Non pas un feu qui brûle le bois, ni une lumière qui éclaire seulement les yeux, mais une flamme consciente, vivante, éternelle. Une flamme issue du divin lui-même, déposée au cœur de l'existence comme une promesse, comme un pacte silencieux entre le Créateur et la création. Ce feu ne fut jamais destiné à rester dans les hauteurs célestes. Il descendit. Il traversa les couches subtiles de l'astral, s'enveloppa des voiles vibratoires de l'univers en expansion, puis se logea dans la matière. Il entra dans la pierre, dans l'eau, dans la sève des arbres, dans la respiration des animaux, et enfin dans le cœur de l'être humain. Là, il devint mémoire oubliée. Là, il devint quête. Là, il devint cette sensation intime que quelque chose en nous est plus vaste que nos pensées, plus ancien que nos peurs, plus lumineux que nos doutes. Pourtant, si cette flamme est en chacun, pourquoi le monde semble-t-il parfois si éloigné de la lumière? Pourquoi l'humanité, porteuse d'un feu divin, traverse-t-elle tant d'ombres, de division, de confusion? La réponse ne réside ni dans une punition divine, ni dans une erreur cosmique. Elle se trouve dans un mystère plus profond, celui de l'expérience. Car pour que le divin se connaisse à travers la matière, il fallait que l'oubli soit possible. Il fallait que la flamme soit voilée, protégée, mise à l'épreuve. C'est ici qu'entrent en scène les gardiens du feu cosmique. Ils ne sont pas des figures mythologiques inventées pour rassurer l'imaginaire. Ils sont des champs de conscience, des forces d'équilibre, des présences vibratoires qui veillent à ce que la flamme ne s'éteigne jamais totalement dans le cœur humain. Invisibles pour les yeux ordinaires, perceptibles pour les cœurs éveillés, ils accompagnent l'évolution de l'humanité depuis ses premiers pas. Ils interviennent non pour contrôler mais pour préserver, non pour imposer mais pour rappeler. Leur mission est simple et immense à la fois, maintenir vivante l'étincelle divine à travers les cycles du temps. Pour comprendre leur rôle, il faudra remonter à l'origine du feu lui-même, explorer le moment où le divin s'est fragmenté pour devenir expérience, observer comment certaines consciences ont choisi de demeurer dans les sphères supérieures afin de protéger l'équilibre universel. Il faudra ensuite contempler la nature comme un sanctuaire vivant, car la forêt, les océans, les montagnes et les vents ne sont pas de simples éléments biologiques. Ils sont des relais énergétiques, des gardiens silencieux qui participent à la protection de la flamme terrestre. En avançant, nous pénétrerons les sphères astrales, ces dimensions invisibles qui interagissent constamment avec notre monde sans que nous en ayons toujours conscience. Nous apprendrons que les rêves, les intuitions, les synchronicités ne sont pas des coïncidences, mais des langages subtils. Nous verrons comment l'oubli sacré a façonné les civilisations, comment certaines cultures ont protégé le feu, tandis que d'autres ont tenté de l'exploiter, et comment, malgré les cycles d'ombre, la lumière n'a jamais cessé de circuler. Puis progressivement, le regard se tournera vers le présent. Car si ce message existe aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Nous vivons une période charnière où les déséquilibres extérieurs reflètent un appel intérieur. Les crises ne sont pas seulement des effondrements, elles sont des révélations. Elles dévoilent ce qui doit être purifié pour que la flamme retrouve sa stabilité. Dans ce contexte, chacun est invité à devenir un gardien conscient, non par orgueil spirituel, mais par responsabilité vibratoire. Il ne s'agira pas d'une spiritualité de façade, ni d'une positivité naïve qui nie les ombres. Il s'agira d'une positivité lucide, enracinée dans la vérité, capable de transmuter les peurs en compréhension, la colère en compassion, la séparation en unité. Le véritable feu ne détruit pas, il transforme. Il éclaire sans aveugler, il réchauffe sans consumer. Il unit sans uniformiser. Et au terme de cette traversée, une vision émergera, celle d'une humanité réconciliée avec le divin, alignée avec la nature, consciente des dimensions astrales, capable de maintenir la flamme sans la laisser vaciller au moindre vent. D'incertitude, ce ne sera pas une fin mais un commencement, car le feu cosmique n'est pas un objectif à atteindre. Il est une réalité à reconnaître.
Ce voyage que nous entamons n'est pas seulement une exploration conceptuelle, c'est une initiation progressive. Chaque étape approfondira une dimension du mystère, l'origine du feu, sa descente dans la matière, son lien intime avec la nature vivante, son interaction avec les sphères astrales, l'oubli et la mémoire de l'humanité, les signes discrets des gardiens, le chemin pour devenir soi-même porteur conscient de la flamme, la force d'une positivité authentique, les intrigues invisibles qui entourent notre évolution collective, et enfin l'alliance nouvelle entre l'homme, la terre et le divin. Ces dimensions ne seront pas simplement énumérées, elles se dévoileront comme les chapitres d'une même révélation, liées entre eux comme les braises d'un même feu. Si vous écoutez ce message jusqu'au bout, il ne s'agira pas seulement d'avoir compris une théorie spirituelle, il s'agira d'avoir senti quelque chose s'allumer en vous, une chaleur subtile, une clarté nouvelle, une mémoire retrouvée. Peut-être même reconnaîtrez-vous que ce feu n'a jamais cessé de brûler, qu'il attendait simplement que votre conscience se tourne vers lui. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Imaginez une flamme douce au centre de votre poitrine. Elle ne vacille pas, elle ne s'impose pas. Elle est là, stable, patiente, silencieuse. Les gardiens ne sont pas à l'extérieur de vous. Ils veillent à travers vous. Et le voyage commence maintenant. Partie 1. L'origine du feu cosmique. Avant que l'humanité ne cherche la lumière la cherchait déjà. Avant que l'âme ne se pose des questions, le divin avait inscrit en elle une réponse silencieuse. Comprendre l'origine du feu cosmique, c'est revenir à ce point d'émergence où tout n'était encore qu'un potentiel vibrante, où la conscience ne connaissait ni séparation ni limite. Cette première étape de notre voyage nous conduit au seuil de la création, là où le mystère n'était pas encore fragmenté en forme, où la flamme primordiale contenait en elle l'architecture de l'univers et la destinée spirituelle de chaque être vivant. En explorant cette origine, nous ne faisons pas qu'étudier un commencement cosmique. Nous retrouvons la source intérieure qui continue de battre en chacun de nous, discrète mais indestructible. Chapitre 1. Le souffle primordial avant la lumière. Avant toute lumière perceptible, avant les étoiles et les galaxies, il existait une vibration originelle. Cette vibration n'était ni sonore ni lumineuse au sens physique. Elle était pure conscience en expansion. Le souffle primordial n'avait pas de forme, pas de direction, pas de frontières. Il était l'intention du divin en état pur, une présence infinie qui contenait toutes les possibilités sans en manifester aucune. Dans cet état, il n'y avait ni temps ni espace. Le temps est né lorsque la conscience a commencé à se percevoir elle-même comme mouvement. L'espace est né lorsque la conscience a expérimenté la distance entre deux points d'attention. Mais avant cela, tout était unité. Le souffle ne connaissait pas la séparation. Il n'y avait ni ombre ni lumière, car ces notions supposent une dualité. Il n'y avait que la plénitude absolue. Puis survint ce que l'on pourrait appeler le premier frémissement. Non pas une explosion, mais une intention. Le divin, dans sa totalité, choisit de se connaître à travers l'expérience. Ce choix fut la première pulsation du feu cosmique. Le feu n'apparut pas comme une flamme visible, mais comme une intensification de la conscience, une concentration vibratoire, une densification subtile du souffle. Ce feu originel portait en lui la capacité de créer, de transformer, d'illuminer. Il était à la fois énergie et intelligence. Il savait où il allait avant même que le chemin ne soit tracé. Dans ce feu se trouvait déjà la mémoire des étoiles futures, des océans à venir, des forêts, des montagnes, des êtres humains et de leur quête spirituelle. Tout était inscrit non comme un destin figé, mais comme une trame de potentialité. Le souffle primordial devint alors courant. Le courant devint lumière subtile, et la lumière subtile devint matrice. Le feu cosmique était né comme première manifestation du divin en mouvement. Chapitre 2. La fragmentation divine. Pour que l'expérience existe, l'unité devait accepter la multiplicité. Le divin, dans son immensité, ne pouvait se découvrir que par le contraste. Ainsi commença la fragmentation sacrée. Il ne s'agissait pas d'une rupture, mais d'un déploiement. Comme une lumière qui traverse un prisme et se décompose en couleurs, sans perdre son essence. Chaque fragment portait l'intégralité du tout, mais sous une perspective unique. Ces fragments devinrent des étincelles conscientes,
Certaines choisirent l'exploration des plans subtils. D'autres descendirent vers des niveaux vibratoires plus denses. Cette descente progressive donna naissance aux dimensions, aux champs énergétiques, aux futurs univers. La fragmentation n'était pas une chute, elle était un acte d'amour cosmique. En se divisant, le divin offrait à chaque étincelle la possibilité de vivre l'aventure de la redécouverte. C'est là que réside le mystère profond de l'existence humaine. Nous ne sommes pas séparés du divin, nous sommes le divin en exploration. Cependant, la fragmentation impliquait un voile partiel. Chaque étincelle, en s'éloignant vibratoirement de la source, acceptait de ne plus percevoir la totalité immédiate. Ce voile était nécessaire pour que l'expérience soit authentique. Sans oubli, il n'y aurait pas de quête. Sans quête, il n'y aurait pas d'éveil. Ainsi naquit la conscience individuelle, porteuse d'une mémoire enfouie. Et au cœur de chaque fragment demeura une braise intacte du feu originel. Chapitre 3. La naissance des gardiens. Parmi les innombrables étincelles issues de la fragmentation divine, certaines choisirent une voie particulière. Elles décidèrent de ne pas s'enfoncer totalement dans la densité de l'expérience matérielle. Elles demeurèrent dans les sphères intermédiaires, à la frontière entre l'unité originelle et les mondes en formation. Leur mission ne leur fut pas imposée. Elle fut un engagement libre. Ces consciences devinrent les premiers gardiens du feu cosmique. Leur rôle n'était pas de contrôler l'évolution, mais d'en préserver l'équilibre. Ils observaient les flux énergétiques, ajustaient les courants subtils, veillaient à ce que la flamme implantée dans les plans inférieurs ne soit jamais complètement étouffée. Ils n'avaient ni forme fixe, ni identité individuelle, au sens humain. Ils étaient des champs de présence, des intelligences collectives reliées entre elles par une harmonie parfaite. Leur langage n'était pas fait de mots, mais de fréquences. Leur action n'était pas visible, mais perceptible pour les consciences sensibles. Lorsque les premiers mondes se stabilisèrent, les gardiens ancrèrent des points d'énergie dans certaines régions vibratoires. Ces points devinrent des portails, des relais, des axes de circulation du feu cosmique. Plus tard, dans l'histoire terrestre, ces lieux seraient ressentis comme sacrés, puissants, mystérieux. Les gardiens ne jugent pas. Ils n'interviennent pas dans le libre arbitre, mais ils amplifient la lumière lorsqu'un être choisit consciemment de se reconnecter à sa flamme intérieure. Chapitre 4. Le pacte des énergies protectrices. À mesure que les univers prenaient forme et que la matière se densifiait, un risque apparut, celui de l'oubli total. Plus une conscience s'immerge dans la densité, plus elle peut se croire isolée, séparée, vulnérable. Pour éviter que la flamme divine ne soit submergée par l'illusion de la séparation, un pacte fut scellé. Ce pacte ne fut pas écrit, car il n'existait pas encore de langage symbolique. Il fut vibratoire. Les gardiens s'engagèrent à maintenir un flux constant entre la source et les mondes denses. En retour, les étincelles incarnées acceptèrent de porter en elles la responsabilité de raviver leur propre feu à travers l'expérience. Ce pacte explique pourquoi, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire humaine, des éveils se produisent. Pourquoi, même au cœur du chaos, certains ressentent un appel vers la lumière. Le flux n'a jamais été coupé. Il peut être affaibli, perturbé, voilé, mais jamais annihilé. Les énergies protectrices opèrent souvent à travers des synchronicités, des inspirations soudaines, des rencontres inattendues. Elles n'imposent pas la vérité, elles créent les conditions favorables à sa redécouverte. Chapitre 5. Le feu comme mémoire vivante. Le feu cosmique n'est pas seulement une énergie créatrice, il est une mémoire vivante. Chaque expérience vécue par une étincelle retourne dans le champ universel et enrichit la totalité. Ainsi, le divin continue de se connaître à travers chaque vie, chaque choix, chaque transformation. Cette mémoire n'est pas stockée dans un lieu physique. Elle circule dans un champ vibratoire que certains appellent l'akasha, d'autres le champ quantique spirituel. Mais au-delà des noms, il s'agit d'une bibliothèque vivante, constamment mise à jour. Lorsque nous méditons profondément, lorsque nous ressentons une intuition fulgurante, lorsque nous accédons à une compréhension soudaine qui dépasse notre apprentissage intellectuel, nous touchons brièvement cette mémoire. Le feu intérieur agit comme une clé d'accès. Plus il est purifié, plus il devient capable de capter des informations subtiles.
Ainsi, l'éveil spirituel n'est pas l'acquisition d'un savoir extérieur, c'est la reconnexion à une mémoire déjà présente. Chapitre 6. La première descente dans la matière. La descente dans la matière fut l'étape la plus audacieuse de l'aventure cosmique. Les étincelles acceptèrent de s'immerger dans des champs vibratoires de plus en plus denses. Elles traversèrent les dimensions astrales, s'enveloppèrent de couches énergétiques jusqu'à atteindre le plan physique. Cette immersion impliquait une compression de la conscience. Comme une lumière traversant des filtres successifs, l'éclat originel se fit plus discret, mais jamais il ne disparut. Il se concentra au centre de l'être, devenant ce que nous appelons aujourd'hui l'âme incarnée. Dans les premières formes de vie, le feu s'exprimait instinctivement. Il guidait la croissance, l'adaptation, l'évolution biologique. Puis avec l'émergence de la conscience humaine, le feu prit une dimension nouvelle, celle du libre arbitre. L'être humain devint capable d'ignorer sa flamme ou de la cultiver, de l'étouffer par la peur ou de l'amplifier par l'amour. Cette liberté fit de l'humanité un point crucial dans l'équilibre cosmique. Car lorsque l'humain s'éveille, il devient un pont conscient entre la matière et le divin. La descente dans la matière ne fut donc pas une chute mais un acte de courage. Et aujourd'hui encore, chaque être porte en lui la preuve vivante de cette audace cosmique. Une flamme silencieuse, stable, patiente, attendant d'être reconnue. La partie 1 s'achève ici, mais ce n'est qu'un seuil. Car comprendre l'origine du feu, c'est préparer le regard à reconnaître sa présence dans la nature vivante et dans les mondes invisibles qui nous entourent. Partie 2. Le feu et la nature vivante. Si le feu cosmique a traversé les sphères invisibles pour s'ancrer dans la matière, il ne l'a pas fait au hasard. Il s'est inscrit dans une architecture vivante d'une intelligence vertigineuse. La nature. Ce que nous appelons forêt, océan, montagne, vent ou règnes animaux ne sont pas de simples phénomènes biologiques apparus par accident. Ils sont des expressions organisées de la conscience universelle. La nature n'est pas extérieure à la spiritualité. Elle en est la manifestation visible. Elle est le temple sans mur où le divin respire à ciel ouvert. Comprendre le lien entre le feu cosmique et la nature, c'est comprendre que la Terre elle-même est une gardienne, que chaque élément participe à l'équilibre vibratoire de l'humanité et que notre éloignement de la lumière commence souvent par notre éloignement du vivant. Chapitre 1. La forêt comme cathédrale cosmique. Entrer dans une forêt ancienne n'est pas un simple acte physique, c'est franchir un seuil vibratoire. Dès les premiers pas, quelque chose change dans la respiration. Le rythme ralentit, les pensées se dispersent moins, l'air semble plus dense, plus habité. Ce phénomène n'est pas imaginaire. Les arbres sont des colonnes énergétiques. Ils captent la lumière solaire, mais aussi des fréquences plus subtiles qu'ils transforment et redistribuent. Chaque arbre est une antenne vivante reliant la terre au ciel. Ses racines plongent profondément dans la mémoire minérale, tandis que sa cime s'élève vers les champs cosmiques. Le tronc devient un canal, un axe de circulation du feu cosmique. Lorsque nous posons la main sur l'écorce d'un arbre avec une intention consciente, nous entrons en résonance avec ce flux. Les forêts anciennes sont particulièrement puissantes car elles ont accumulé des siècles de mémoire vibratoire. Elles ont absorbé les peurs humaines, les prières silencieuses, les promesses murmurées, les guérisons invisibles. Elles transmutent, elles stabilisent, elles harmonisent. Dans certaines traditions oubliées, les initiations se déroulaient dans des clairières, non parce qu'elles étaient isolées, mais parce qu'elles étaient vivantes. La forêt agit comme un amplificateur du feu intérieur. Elle ne crée pas la lumière en nous, elle la révèle. Lorsque l'humanité détruit inconsciemment les forêts, elle affaiblit l'un de ses plus puissants relais énergétiques. La déforestation n'est pas seulement écologique, elle est vibratoire. Elle perturbe le réseau subtil qui soutient la flamme humaine. Chapitre 2. Les océans, réservoirs de mémoire astrale. L'eau est la matière la plus réceptive qui soit. Elle enregistre, elle transporte, elle reflète. Les océans couvrent la majeure partie de la surface terrestre et constituent l'un des plus vastes champs de mémoire vibratoire de la planète. Avant même l'apparition des formes de vie complexes, l'eau accueillait déjà les premières impulsions du feu cosmique dans la matière.
Elle a porté les premiers frémissements biologiques, les premières cellules, les premiers mouvements organisés. Elle est matrice. Mais au-delà de la biologie, l'eau est aussi un miroir astral. Elle capte les émotions collectives. Elle absorbe les chocs vibratoires. Les marées ne répondent pas seulement à l'attraction lunaire. Elles résonnent aussi avec les fluctuations énergétiques globales. Lorsque nous contemplons l'océan, une sensation d'infini nous traverse. Cette sensation n'est pas due uniquement à l'étendue visuelle. Elle est liée au champ de mémoire qu'il contient. Se tenir face à la mer en silence permet d'entrer en contact avec une profondeur intérieure insoupçonnée. Les civilisations anciennes considéraient l'eau comme sacrée non par superstition, mais par expérience. Elles savaient que l'eau purifie plus que le corps. Elle réaligne la fréquence intérieure. Les ablutions rituelles, les immersions, les sources sacrées avaient une fonction vibratoire précise. Lorsque les océans sont pollués, ce n'est pas seulement un désastre environnemental, c'est une altération du grand réservoir de mémoire planétaire. Pourtant, l'eau possède aussi une capacité extraordinaire d'autorégénération. Lorsque les intentions humaines se transforment. Chapitre 3. Les montagnes, piliers de lumière. Les montagnes sont les vertèbres énergétiques de la Terre. Elles surgissent de la croûte terrestre comme des élévations de conscience figées dans la pierre. Leur présence impose le silence, inspire l'humilité, provoque l'introspection. Sur le plan vibratoire, les montagnes agissent comme des stabilisateurs. Elles ancrent le feu cosmique dans la matière dense. Leur structure cristalline, interne, amplifie et redistribue certaines fréquences subtiles. C'est pourquoi de nombreuses traditions situent leurs lieux sacrés en altitude. Gravir une montagne est une métaphore vivante de l'élévation intérieure. L'effort physique, la raréfaction de l'air, la solitude progressive créent un état propice à la clarification mentale. À mesure que l'on s'élève, le regard change. Les perspectives se transforment. Les sommets sont des points de rencontre entre les plans. Ce ne sont pas des portails au sens spectaculaire, mais des zones où le voile vibratoire est plus fin. Les méditations en altitude sont souvent plus intenses, car l'environnement soutient l'expansion de conscience. Les montagnes nous rappellent la verticalité de l'être, enraciné dans la matière, mais orienté vers la lumière. Chapitre 4. Le règne animal et la flamme instinctive. Les animaux portent une expression du feu cosmique différente de celle de l'humain. Leur conscience est moins fragmentée par l'analyse mentale. Ils vivent dans une cohérence vibratoire naturelle. Un animal ne doute pas de son droit d'exister. Il ne se sépare pas de son instinct profond. Cette harmonie instinctive est une forme de sagesse. Elle reflète un feu non altéré par les constructions mentales complexes. Lorsque nous observons un animal dans son habitat naturel, nous percevons une présence totale. Chaque mouvement est précis, aligné, adapté. Cette qualité de présence est une leçon silencieuse pour l'humanité. Le lien entre l'humain et l'animal n'est pas hiérarchique, il est complémentaire. Les animaux stabilisent le champ émotionnel humain. Ils absorbent parfois des charges vibratoires lourdes. Leur proximité apaise, non par magie, mais par cohérence énergétique. Maltraiter le règne animal affaiblit le réseau global de la Terre. Le respecter, c'est honorer une expression pure du feu cosmique. Chapitre 5. Les éléments comme gardiens silencieux. La terre, l'eau, l'air et le feu ne sont pas seulement des composants physiques. Ils sont des archétypes énergétiques. Chacun porte une fonction précise dans l'équilibre du monde. La terre ancre et stabilise. Elle absorbe les excès. Elle offre un support solide. L'eau purifie et relie. Elle adoucit les tensions. L'air inspire et diffuse. Il transporte les fréquences, facilite la communication subtile. Le feu transforme et transmute. Il brûle les résidus, éclaire les zones d'ombre. Ces éléments interagissent constamment, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Lorsque l'un est déséquilibré, les autres compensent jusqu'à un certain point. Les catastrophes naturelles sont parfois des réajustements énergétiques lorsque les tensions accumulées dépassent un seuil critique. Honorer les éléments ne signifie pas les craindre ou les idolâtrer. Cela signifie reconnaître leur intelligence. Chaque respiration consciente est une alliance avec l'air,
Chaque contact avec la terre nue est un réalignement. Chaque flamme allumée avec respect est un rappel du feu originel. Chapitre 6. Quand la nature avertit. La nature ne punit pas. Elle répond, elle ajuste, elle reflète. Les déséquilibres écologiques, les dérèglements climatiques, les perturbations massives ne sont pas des colères divines, mais des signaux. Lorsque l'humanité s'éloigne trop de son feu intérieur, elle agit par peur, avidité ou inconscience. Ces vibrations collectives influencent le champ global. La Terre, en tant qu'organisme vivant, cherche alors un nouvel équilibre. Les crises environnementales sont des appels à la réconciliation. Elles invitent à redéfinir la relation entre progrès matériel et conscience spirituelle. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais en son sein. Cependant, au cœur même des bouleversements, des élans de solidarité, de créativité, d'éveil émergent, c'est la preuve que le feu cosmique agit toujours. Plus les tensions s'intensifient, plus la possibilité d'un réveil collectif grandit. La nature n'est pas un décor, elle est partenaire, elle est gardienne. Et tant que nous respirerons, marcherons, contemplerons un lever de soleil ou écouterons le murmure du vent, nous aurons accès à cette alliance vivante entre le divin, la terre et la flamme qui brûle en nous. La compréhension du lien entre le feu et la nature ouvre la porte vers une exploration encore plus subtile, celle des sphères invisibles où les énergies circulent au-delà du visible. Partie 3. L'astral et les sphères invisibles. Après avoir reconnu le feu cosmique dans son origine et dans son inscription, vivante au cœur de la nature, il devient nécessaire d'explorer un territoire plus subtil encore, celui des sphères invisibles. Car entre la matière dense et la source originelle s'étend un champ immense de réalité vibratoire que l'on regroupe souvent sous le terme d'astral. L'astral n'est ni un mythe, ni un décor mystique réservé à quelques initiés. Il est une dimension active de l'existence, constamment en interaction avec nos pensées, nos émotions et nos élans spirituels. Comprendre l'astral, c'est comprendre que nous ne vivons pas seulement dans un monde physique, mais au croisement permanent de plusieurs plans de conscience. C'est aussi découvrir que les gardiens du feu cosmique œuvrent particulièrement dans ces zones intermédiaires, là où les choix humains rencontrent les courants subtils de l'univers. Chapitre 1. Les couches de l'astral. L'astral n'est pas un espace uniforme. Il est stratifié, organisé en couches vibratoires correspondant aux fréquences de conscience qui l'habitent. Plus une vibration est élevée, plus la couche est lumineuse, stable, cohérente. Plus elle est dense, plus elle est confuse, fluctuante, marquée par les émotions non maîtrisées. Ces couches ne sont pas séparées par des murs, mais par des différences de fréquences. De la même manière qu'une station radio n'interfère pas avec une autre, lorsqu'elles émettent sur des longueurs d'onde différentes, les sphères astrales coexistent sans se confondre. La couche astrale, la plus proche du plan physique, est fortement influencée par les émotions humaines. Les peurs collectives, les colères, les espoirs et les aspirations y laissent une empreinte vibratoire. C'est une zone mouvante, parfois instable, où les pensées prennent une forme énergétique temporaire. Au-delà se trouvent des sphères plus lumineuses, habitées par des consciences plus harmonisées. Là, les formes sont moins figées, plus fluides. Le temps y est perçu différemment. Les échanges ne passent pas par le langage, mais par transmission directe d'intention. Comprendre cette stratification permet de saisir que l'astral n'est ni bon ni mauvais en soi. Il reflète les états de conscience qui l'alimentent. Ainsi, l'humanité influence l'astral autant que l'astral influence l'humanité. Chapitre 2. Les portes vibratoires. L'accès aux sphères astrales ne nécessite pas de déplacement physique. Il dépend de l'état intérieur. Chaque fois que notre conscience change de fréquence, nous modifions notre point de contact avec l'astral. Les états de méditation profonde, de prière sincère, de contemplation intense ou même de créativité, inspirée ouvrent des portes vibratoires. Ces portes ne sont pas spectaculaires, elles sont subtiles. Une sensation d'expansion, une impression de clarté inhabituelle, une compréhension soudaine peuvent en être les signes. Inversement, les états de peur intense,
de colère incontrôlée ou de désespoir. Prolongées peuvent également ouvrir des passages vers des zones astrales plus denses. C'est pourquoi la maîtrise émotionnelle est essentielle dans tout cheminement spirituel. Les rêves constituent l'une des portes les plus naturelles. Pendant le sommeil, le corps physique se repose, mais la conscience peut se déplacer dans des couches astrales variées. Tous les rêves ne sont pas des voyages astrales conscients, mais certains contiennent des enseignements ou des rencontres significatives. Les gardiens du feu cosmique interviennent souvent à travers ces portes subtiles. Ils ne forcent jamais l'accès, mais accompagnent lorsque l'intention est pure et alignée. Chapitre 3. Les guides et les entités lumineuses. Dans les sphères astrales supérieures évoluent des consciences qui n'ont plus besoin de s'incarner dans la densité matérielle. Certaines ont accompli leur cycle d'apprentissage. D'autres n'ont jamais choisi l'incarnation physique. Elles œuvrent comme des guides. Ces guides ne contrôlent pas nos décisions. Ils proposent des impulsions, des intuitions, des inspirations. Leur action respecte le libre arbitre. Ils amplifient de la lumière lorsque nous faisons un choix, aligné avec notre feu intérieur. Il est important de comprendre que toute perception astrale doit être filtrée par le discernement. Toutes les entités ne sont pas lumineuses. Certaines sont simplement des formes pensées alimentées par des émotions collectives. D'autres sont des consciences en évolution, encore marquées par des attachements. Les véritables entités lumineuses se reconnaissent à la qualité de leur vibration. Elles n'imposent pas, ne flattent pas l'ego, ne créent pas de dépendance. Leur présence apporte clarté, paix et responsabilisation. Les gardiens du feu cosmique collaborent avec ces guides lorsque cela est nécessaire pour soutenir l'évolution humaine. Leur action reste toujours discrète, respectueuse, équilibrée. Chapitre 4. Les épreuves astrales. L'astral est aussi un champ d'épreuves. Lorsque la conscience humaine commence à s'ouvrir aux dimensions subtiles, elle peut être confrontée à ses propres ombres amplifiées. Les peurs refoulées, les blessures non guéries, les croyances limitantes prennent parfois une forme énergétique perceptible. Ce phénomène n'est pas une punition, il est une mise en lumière. L'astral agit comme un miroir. Certaines expériences de paralysie du sommeil, de rêves intenses ou de sensations inhabituelles peuvent être liées à des ajustements vibratoires. L'important n'est pas de dramatiser, mais de comprendre que la stabilité intérieure est la clé. La peur attire des fréquences similaires. L'amour et la clarté élèvent la fréquence. Ainsi, la meilleure protection dans l'astral reste l'alignement intérieur. Une conscience ancrée dans la paix et la responsabilité n'a rien à craindre. Les épreuves astrales sont des tests de maturité spirituelle. Elles permettent de distinguer la curiosité superficielle de l'engagement profond. Chapitre 5. Les rêves comme messagers. Le rêve est un langage ancien. Il précède l'écriture, il dépasse la logique linéaire. Dans le rêve, les symboles remplacent les concepts, les émotions condensent les messages. Certains rêves sont simplement le reflet des expériences quotidiennes. D'autres sont des réajustements émotionnels. Mais il existe aussi des rêves initiatiques, où la conscience accède à des enseignements, rencontre des guides ou revisite des mémoires anciennes. Ces rêves laissent une empreinte durable au réveil, une sensation de vérité, une clarté inhabituelle, parfois même une transformation intérieure tangible. Apprendre à observer ces rêves sans les interpréter de manière rigide est un art. Il ne s'agit pas de chercher des significations universelles, mais de ressentir ce que le symbole évoque personnellement. Les gardiens du feu cosmique utilisent parfois le rêve comme canal discret pour transmettre des impulsions d'éveil. Ils parlent en images, en sensations, en résonance. Chapitre 6. La protection vibratoire. Dans un univers multidimensionnel, la protection ne repose pas sur des barrières rigides, mais sur la cohérence intérieure. Une conscience alignée crée naturellement un champ vibratoire stable. La protection vibratoire commence par la clarté d'intention. Pourquoi cherchons-nous à explorer l'astral? Par curiosité, par pouvoir, par fuite de la réalité ou par désir sincère de compréhension et de service? L'intention détermine la qualité des connexions. L'ancrage dans le corps physique est également essentiel. La spiritualité n'est pas une fuite vers le subtil, mais une intégration. Marcher dans la nature,
Respirer consciemment, prendre soin de son corps, renforce la stabilité vibratoire. La gratitude, la compassion, la vérité intérieure agissent comme des fréquences protectrices naturelles. Elles harmonisent le champ personnel et limitent les interférences. Les gardiens du feu cosmique ne protègent pas à la place de l'individu. Ils soutiennent lorsque celui-ci assume sa responsabilité vibratoire. L'autonomie spirituelle est la clé. Explorer l'astral, c'est accepter de vivre dans un univers plus vaste que le visible. Mais c'est aussi comprendre que la plus grande porte vers ces sphères ne se situe pas à l'extérieur. Elle se trouve dans la qualité de notre conscience. La prochaine étape de notre voyage nous conduira vers un aspect plus humain encore. L'oubli sacré et les cycles d'ombre qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Partie 4, l'humanité et l'oubli sacré. À mesure que le feu cosmique s'est enraciné dans la matière et que l'astral a tissé ses interactions invisibles avec la conscience humaine, une étape cruciale s'est imposée dans l'évolution, l'oubli. Non pas un oubli accidentel, ni une chute imposée, mais un voile volontairement accepté pour permettre l'expérience authentique. L'humanité n'a pas été abandonnée par le divin. Elle a accepté de ne plus percevoir pleinement son origine afin de pouvoir la redécouvrir librement. Cet oubli sacré est au cœur du drame et de la grandeur humaine. Il explique nos errances, nos conflits, nos peurs, mais aussi notre quête incessante de sens, de vérité et de lumière. Comprendre cet oubli, c'est comprendre pourquoi la flamme intérieure peut sembler vaciller sans jamais s'éteindre, et pourquoi les gardiens du feu cosmique n'ont jamais cessé d'accompagner silencieusement l'aventure humaine. Chapitre 1. La chute vibratoire. La chute, dont parlent de nombreuses traditions, n'est pas une condamnation morale. Elle est une densification vibratoire. À mesure que la conscience s'immergeait dans la matière, elle devait se focaliser sur l'expérience immédiate. Cette focalisation impliquait une réduction de perception. Imaginez une lumière infinie concentrée en un faisceau étroit. Elle perd la vision périphérique, mais gagne en intensité locale. De la même manière, l'âme incarnée a accepté de concentrer son attention sur le plan physique, réduisant sa conscience de l'unité globale. Cette densification a permis l'émergence de l'individualité. L'être humain a commencé à se percevoir comme distinct, séparé, autonome. Cette séparation apparente a donné naissance à la peur, car ce qui se croit isolé se croit vulnérable. Pourtant, sans cette chute vibratoire, il n'y aurait pas eu de libre arbitre authentique. L'expérience humaine aurait été une simple extension mécanique de la volonté divine. L'oubli a rendu possible le choix, et le choix est le moteur de l'évolution. Les gardiens du feu cosmique n'ont pas empêché cette densification car elle faisait partie du pacte originel. Mais ils ont veillé à ce que la flamme intérieure demeure intacte, même lorsque la conscience ne la percevait plus clairement. Chapitre 2. Les civilisations anciennes. Au fil des millénaires, certaines civilisations ont perçu, même partiellement, la présence du feu cosmique. Elles ont bâti leur structure, leurs rituels et leurs connaissances autour de cette intuition fondamentale. L'être humain est un pont entre le ciel et la terre. Dans ces sociétés anciennes, la nature n'était pas exploitée de manière aveugle. Elle était honorée comme partenaire vivante. Les cycles des saisons, les mouvements des astres, les rythmes biologiques étaient intégrés dans une compréhension sacrée du monde. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des centres d'harmonisation énergétique. Les prêtres et initiés n'étaient pas des figures d'autorité arbitraire, mais des gardiens de savoir vibratoire, transmis avec précaution. Cependant, même dans ces civilisations éclairées, le voile de l'oubli n'était jamais totalement levé. La connaissance pouvait être déformée par l'ego, instrumentalisée par le pouvoir. Lorsque la sagesse cessait d'être vécue intérieurement pour devenir simple tradition extérieure, la flamme s'affaiblissait. Les cycles historiques montrent une alternance entre périodes d'élévation et périodes de déclin. Ce mouvement n'est pas linéaire. Il ressemble davantage à une respiration cosmique. Chapitre 3. La manipulation de la flamme. Lorsque l'être humain a pris conscience qu'il portait en lui une énergie créatrice,
Certains ont cherché à l'utiliser pour dominer plutôt que pour servir. La manipulation de la flamme intérieure a marqué un tournant dans l'histoire spirituelle. Le pouvoir, lorsqu'il est dissocié de la responsabilité vibratoire, devient destructeur. La connaissance sacrée peut alors être détournée. Les symboles perdent leur essence pour devenir des outils de contrôle. Cette manipulation ne concerne pas seulement les structures politiques ou religieuses. Elle se manifeste aussi à l'échelle individuelle. Chaque fois que nous utilisons notre intelligence pour tromper, notre charisme pour manipuler ou notre force pour imposer, nous altérons temporairement notre alignement avec le feu cosmique. Pourtant, même dans ces dérives, la flamme ne disparaît pas. Elle se voile davantage, attendant un réalignement. Les gardiens ne punissent pas ces déviations. Ils permettent aux conséquences naturelles de se déployer afin que l'apprentissage soit intégré. La manipulation de la flamme a généré des cycles d'ombre collectives. Guerre, division, exploitation excessive de la nature sont des manifestations extérieures d'un déséquilibre intérieur. Chapitre 4. Les temps d'ombre. Il existe des périodes dans l'histoire où l'obscurité semble prédominer. Ces temps d'ombre ne sont pas des erreurs cosmiques. Ils sont des phases de confrontation. Lorsque les illusions accumulées atteignent un seuil critique, elles doivent être révélées. Les temps d'ombre forcent l'humanité à regarder ce qu'elle a évité. Ils mettent en lumière les structures fragiles, les croyances limitantes, les systèmes fondés sur la peur. À l'échelle individuelle, ces périodes peuvent se traduire par des crises existentielles, des pertes, des remises en question profondes. À l'échelle collective, elles prennent la forme de bouleversements sociaux, économiques ou environnementaux. L'ombre n'est pas l'absence du feu, elle est la zone où la lumière n'est pas encore reconnue. Lorsque l'ombre est affrontée avec courage, elle devient un catalyseur de transformation. Les gardiens du feu cosmiques intensifient souvent leur soutien vibratoire durant ces périodes. Non pas pour empêcher les épreuves, mais pour offrir des impulsions d'éveil à ceux qui sont prêts à les entendre. Chapitre 5. Les âmes réveillées. Malgré l'oubli et les cycles d'ombre, certaines âmes se sont éveillées à travers les âges. Elles ont ressenti plus intensément l'appel du feu cosmique. Leur mission n'était pas de se proclamer supérieures, mais de rappeler la vérité oubliée. Ces âmes éveillées apparaissent sous des formes diverses. Sages anonymes, guérisseurs, artistes inspirés, visionnaires, êtres profondément bienveillants dont la simple présence transforme l'atmosphère. Elles ne sont pas parfaites au sens humain. Elles traversent aussi des défis. Mais leur connexion consciente à la flamme intérieure leur permet de transmuter plus rapidement les épreuves. Leur influence dépasse souvent leur époque. Les paroles, les œuvres, les actes qu'elles laissent derrière elles continuent d'inspirer. Longtemps après leur départ, les gardiens du feu cosmique amplifient la vibration de ces âmes afin qu'elles puissent agir comme des phares dans les périodes de confusion. Chapitre 6. Le retour de la mémoire. Aujourd'hui, un phénomène particulier se manifeste à l'échelle globale. Un retour progressif de la mémoire spirituelle. De plus en plus d'individus ressentent un décalage entre les structures matérielles dominantes et leur aspiration intérieure. Ce réveil ne suit pas un modèle unique. Il peut naître d'une crise personnelle, d'une rencontre, d'une lecture, d'un rêve marquant ou d'un simple questionnement profond. La mémoire qui revient n'est pas une accumulation d'informations ésotériques. C'est une reconnaissance intérieure, une sensation de familiarité face à des vérités universelles. Comme si l'âme murmurait « Je me souviens ». Ce retour de mémoire s'accompagne souvent d'une sensibilité accrue à la nature, aux synchronicités, aux dimensions subtiles. Il peut aussi provoquer des périodes de confusion, car l'ancien cadre de référence ne suffit plus. Nous vivons un moment charnière où l'oubli sacré atteint son point de bascule. Le voile ne disparaît pas brutalement, mais il devient plus transparent pour ceux qui choisissent de regarder au-delà des apparences. L'humanité n'est pas en train de perdre son chemin. Elle est en train de le retrouver. Et à mesure que la mémoire du feu cosmique se réactive, les gardiens intensifient leur présence subtile, prêts à accompagner ceux qui acceptent de redevenir conscients de la flamme qu'ils ont toujours portée. Partie 5. Les signes des gardiens.
à mesure que l'humanité traverse l'oubli et amorce le retour de la mémoire, une question essentielle émerge. Comment reconnaître la présence des gardiens du feu cosmique? Leur action n'est ni spectaculaire ni imposante. Elle ne cherche pas à convaincre par la force, ni à impressionner par des manifestations éclatantes. Elle se révèle dans la subtilité, dans la répétition discrète des signes, dans ces instants suspendus où l'on pressent qu'un ordre plus vaste est à l'œuvre. Les gardiens ne s'imposent pas au regard extérieur. Ils s'adressent à la conscience intérieure. Apprendre à reconnaître leurs signes, c'est affiner son écoute, développer son discernement et accepter que le divin communique, souvent dans un langage silencieux. Ces signes ne sont pas réservés à quelques élus. Ils se manifestent dans la vie ordinaire lorsque le cœur devient attentif et que l'intention s'aligne avec la vérité. Chapitre 1. Les synchronicités. Il arrive parfois que des événements apparemment indépendants s'alignent avec une précision troublante. Une rencontre inattendue répond à une question intérieure. Un livre s'ouvre exactement sur une phrase dont on avait besoin. Un message entendu par hasard éclaire une situation complexe. Ces instants, que l'on appelle synchronicité, ne relèvent pas du simple hasard. La synchronicité est un point de convergence entre l'intention intérieure et le flux universel. Lorsque notre feu intérieur s'intensifie, il entre en résonance avec des fréquences similaires dans le champ cosmique. Les gardiens peuvent alors ajuster subtilement les circonstances pour créer ces intersections significatives. Il ne s'agit pas d'un contrôle absolu des événements, mais d'un alignement de probabilités. Les synchronicités deviennent plus fréquentes lorsque l'on agit avec cohérence et sincérité. Elles ne sont pas des récompenses, mais des confirmations vibratoires. Toutefois, il est essentiel de ne pas chercher des signes partout par besoin de validation. La synchronicité authentique se reconnaît à la clarté qu'elle apporte. Elle simplifie, elle éclaire, elle apaise. Chapitre 2. Les sensations de chaleur subtile. Le feu cosmique n'est pas uniquement une métaphore spirituelle. Il peut se manifester à travers des sensations physiques subtiles. Une chaleur douce au centre de la poitrine, une expansion dans le plexus solaire, une vibration légère le long de la colonne vertébrale. Ces sensations apparaissent souvent lors de moments de vérité intérieure, de gratitude profonde ou de méditation sincère. Elles ne sont pas spectaculaires, mais elles sont reconnaissables par leur qualité apaisante. Les gardiens amplifient parfois le feu intérieur pour signaler un alignement juste. Cette activation énergétique peut également survenir lorsque l'on prend une décision importante en accord avec son âme. Il est important de distinguer ces sensations d'excitation émotionnelle, superficielle. La chaleur du feu cosmique est stable, centrée, non agitée. Elle ne pousse pas à l'impulsivité. Elle renforce la clarté. Apprendre à écouter ces manifestations corporelles permet d'ancrer la spiritualité dans l'expérience vécue et non seulement dans l'intellect. Chapitre 3. Les appels intérieurs. Il existe des moments où une aspiration, plus grande que nos ambitions personnelles, émerge. Un désir de servir, de créer du sens, de contribuer à quelque chose de plus vaste. Cet appel ne vient pas toujours avec des instructions précises. Il se présente d'abord comme une sensation persistante. Les gardiens du feu cosmique, activant souvent cet appel lorsque l'âme est prête à franchir une nouvelle étape, ce n'est pas une injonction extérieure. C'est une résonance intérieure. Ignorer cet appel peut générer un sentiment de stagnation ou d'insatisfaction. Y répondre, même par de petits pas, libère une énergie nouvelle. Cet appel peut conduire à des changements professionnels, relationnels ou spirituels. Il peut aussi simplement inviter à plus d'authenticité dans la vie quotidienne. Reconnaître l'appel intérieur demande du courage, car il implique souvent de sortir des schémas habituels. Mais c'est dans cette réponse que la flamme intérieure s'intensifie. Chapitre 4. Les crises transformantes. Certaines épreuves semblent surgir brutalement, bouleversant les repères établis. Pertes, ruptures, maladies, échecs inattendus. À première vue, ces événements paraissent uniquement douloureux. Pourtant, ils peuvent aussi être des catalyseurs puissants. Les crises agissent comme des purificateurs vibratoires. Elles forcent la conscience à se recentrer sur l'essentiel.
Ce qui était superficiel se dissout. Ce qui est authentique émerge. Les gardiens n'envoient pas la souffrance, mais ils utilisent les périodes de vulnérabilité pour amplifier les possibilités de transformation. Dans l'effondrement des illusions, la flamme peut retrouver son éclat. Beaucoup d'éveils spirituels commencent par une crise. Ce qui semblait être une fin devient un commencement. La clé réside dans la posture intérieure. Résister rigidement intensifie la douleur. Accepter et observer permet à la transformation de s'opérer. Chapitre 5. Les rencontres déterminantes. Il existe des rencontres qui changent une trajectoire de vie. Une personne apparaît au moment précis où une guidance est nécessaire. Un échange bref mais intense laisse une empreinte durable. Ces rencontres ne sont pas toujours romantiques ou spectaculaires. Elles peuvent être simples, mais chargées d'une résonance particulière. Les gardiens orchestrent parfois ces croisements d'âmes, lorsque deux trajectoires vibratoires sont prêtes à s'enrichir mutuellement. Il ne s'agit pas de dépendance, mais de coévolution. Certaines personnes agissent comme des miroirs, révélant nos forces cachées ou nos zones à guérir. D'autres encouragent silencieusement notre expansion. Reconnaître une rencontre déterminante ne signifie pas s'y attacher excessivement. C'est comprendre qu'elle fait partie d'un mouvement plus vaste. Chapitre 6. Les messages répétés. Lorsque la conscience ignore un signal subtil, le message peut se répéter sous différentes formes. Une idée revient sans cesse. Un thème récurrent apparaît dans les conversations. Un même conseil surgit de sources différentes. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences anodines. Elles indiquent qu'un réalignement est en cours. Les gardiens amplifient le message jusqu'à ce qu'il soit entendu. La répétition n'est jamais punitive. Elle est pédagogique. Elle offre plusieurs occasions d'intégrer une compréhension. Il est important de distinguer ces messages répétitifs d'obsessions mentales basées sur la peur. Les véritables messages récurrents portent une vibration de clarté, même s'ils invitent à un changement inconfortable. Apprendre à reconnaître ces répétitions permet d'éviter des cycles prolongés de stagnation. Les signes des gardiens ne sont ni mystérieux ni réservés à une élite spirituelle. Ils sont présents dans la trame même de la vie quotidienne. La différence réside dans l'attention que nous leur accordons. Plus la conscience s'affine, plus les signes deviennent évidents. Plus la flamme intérieure s'intensifie, plus la guidance subtile devient accessible. Mais reconnaître les signes n'est qu'une étape. La véritable transformation commence lorsque l'on choisit de devenir soi-même un gardien conscient du feu cosmique. Partie 6. Devenir gardien conscient. Reconnaître les signes des gardiens est une étape essentielle, mais elle ne constitue pas l'aboutissement du chemin. Le véritable basculement se produit lorsque l'individu cesse d'attendre une guidance extérieure permanente et accepte de devenir lui-même porteur, actif du feu cosmique. Devenir gardien conscient ne signifie pas revendiquer un titre spirituel, ni se placer au-dessus des autres. Cela signifie assumer la responsabilité vibratoire de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Cela signifie comprendre que chaque être humain est un point d'ancrage potentiel entre le divin et la matière. Les gardiens originels n'attendent pas des disciples, ils reconnaissent des alliés. Et cette alliance commence par un choix intérieur profond, celui de vivre en cohérence avec la flamme que l'on porte. Chapitre 1. Purifier son intention. Toute démarche spirituelle authentique commence par l'intention. Pourquoi voulons-nous évoluer? Pourquoi cherchons-nous à nous éveiller? Est-ce pour être reconnu, admiré, rassuré? Ou est-ce pour servir la vérité et participer à l'harmonie collective? L'intention est une fréquence. Elle colore chaque action, chaque parole, chaque pensée. Une intention teintée d'ego peut produire des effets apparents, mais elle crée tôt ou tard un déséquilibre intérieur. À l'inverse, une intention pure, même modeste, génère une stabilité durable. Purifier son intention ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie observer honnêtement ses motivations, accepter ses zones d'ombre et les transformer progressivement. C'est un travail d'humilité. Les gardiens du feu cosmique répondent à la sincérité. Lorsque l'intention s'aligne avec le bien commun, le soutien vibratoire devient plus perceptible. Non pas sous forme de privilèges, mais sous forme de clarté accrue et d'opportunités cohérentes. La purification de l'intention est un processus continu.
Elle demande vigilance, introspection et courage. Chapitre 2. Discipline vibratoire. La spiritualité n'est pas uniquement une inspiration ponctuelle. Elle est une pratique quotidienne. Devenir gardien conscient implique une discipline vibratoire. Cela ne signifie pas rigidité, mais cohérence. Chaque pensée émet une fréquence. Chaque parole propage une onde. Chaque action laisse une empreinte. Être discipliné vibratoirement, c'est veiller à ce que ces trois dimensions soient alignées. Les pensées répétitives de peur ou de jugement affaiblissent la flamme intérieure. Les paroles blessantes créent des distorsions dans le champ énergétique. Les actions incohérentes génèrent une fragmentation intérieure. À l'inverse, des pensées constructives, des paroles justes et des actions alignées renforcent le feu. Cette discipline n'est pas imposée de l'extérieur. Elle naît de la compréhension que nous sommes co-créateurs de notre réalité vibratoire. La méditation régulière, l'auto-observation consciente et la gestion des émotions sont des outils puissants pour maintenir cette cohérence. Chapitre 3. Le service désintéressé. Le feu cosmique s'intensifie lorsqu'il circule. Le garder uniquement pour soi le rend stagnant. Le partager, au contraire, l'amplifie. Le service désintéressé est l'une des expressions les plus élevées du gardien conscient. Servir ne signifie pas se sacrifier ni s'oublier. Cela signifie agir en tenant compte du bien-être global. Un simple acte de bienveillance peut avoir un impact vibratoire considérable. Le service peut prendre de nombreuses formes. Écouter quelqu'un avec attention, transmettre un savoir, protéger la nature, créer une œuvre inspirante, soutenir une cause juste. Ce qui distingue le service désintéressé de l'altruisme conditionnel, c'est l'absence d'attente de reconnaissance. L'acte est accompli parce qu'il est juste, non pour obtenir validation. Les gardiens originels reconnaissent ces actes silencieux. Ils renforcent le champ vibratoire de ceux qui choisissent d'agir pour l'harmonie. Chapitre 4. Silence et méditation. Dans un monde saturé de stimulation, le silence devient un sanctuaire. Le gardien, inconscient, cultive des espaces de silence intérieur pour nourrir sa flamme. Le silence n'est pas l'absence de bruit extérieur, mais l'apaisement du tumulte mental. Il permet de percevoir les impulsions subtiles, d'ajuster son orientation intérieure. La méditation régulière agit comme un entretien du feu. Elle clarifie les pensées, équilibre les émotions, renforce la stabilité vibratoire. Ce n'est pas la durée qui importe, mais la qualité de présence. Quelques minutes de concentration sincère peuvent avoir un effet plus profond qu'une heure d'agitation mentale déguisée en pratique spirituelle. Dans le silence, la guidance devient plus accessible, non pas sous forme de voix spectaculaire, mais sous forme de compréhension intuitive. Chapitre 5. Protection énergétique. Devenir gardien conscient ne signifie pas s'exposer naïvement aux turbulences du monde. La protection énergétique est une composante essentielle de l'équilibre. Cette protection ne repose pas sur la peur, mais sur l'ancrage. Une conscience stable crée naturellement un champ vibratoire harmonieux qui filtre les influences discordantes. L'ancrage passe par le soin du corps physique, la connexion à la nature, l'équilibre entre action et repos. Il passe aussi par la capacité à poser des limites saines dans les relations. La visualisation consciente d'une lumière protectrice peut renforcer l'intention, mais la véritable protection réside dans l'intégrité intérieure. Les gardiens soutiennent ceux qui respectent leur propre énergie. L'autoprotection n'est pas un acte d'égoïsme, mais de responsabilité. Chapitre 6. Transmission et rayonnement. Un gardien conscient n'impose jamais sa vision. Il rayonne, sa présence inspire sans contraindre. Sa parole éclaire sans dominer. La transmission ne consiste pas à accumuler des disciples, mais à éveiller l'autonomie chez l'autre. Le véritable enseignant rend l'élève indépendant. Le rayonnement est naturel lorsque la flamme est stable. Il ne cherche pas à convaincre, il attire par cohérence. Parfois, la transmission se fait par l'exemple silencieux. Une personne alignée peut influencer positivement son environnement sans prononcer un seul discours. Devenir gardien conscient, c'est accepter que chaque instant soit une opportunité de rayonner la lumière du feu cosmique. Ainsi s'accomplit le passage de la réception à l'action consciente.
L'individu ne se contente plus d'observer les signes. Il devient un point d'ancrage actif dans le réseau lumineux de l'humanité. Mais pour que ce rayonnement demeure stable, il doit s'appuyer sur une qualité essentielle, une positivité authentique, lucide et transformatrice. Partie 7. La positivité authentique. Devenir gardien conscient du feu cosmique exige plus qu'une discipline intérieure et qu'un engagement sincère. Cela demande une qualité de regard particulière sur le monde, une positivité authentique. Mais cette positivité n'a rien à voir avec un optimisme naïf ou un déni des réalités difficiles. Elle n'est pas une fuite vers des illusions lumineuses pour éviter l'ombre. Elle est une posture vibratoire mature, capable d'embrasser la complexité du réel tout en choisissant consciemment la lumière. La positivité authentique est une force active. Elle transforme, elle transmute, elle stabilise. Elle est l'expression d'un feu intérieur suffisamment ancré pour ne pas vaciller face aux turbulences. Sans elle, le gardien s'épuise. Avec elle, il devient un pilier d'équilibre dans un monde en mutation. Chapitre 1. Au-delà du déni. Il est facile de confondre positivité et refus de voir ce qui dérange. Beaucoup tentent d'éviter les émotions inconfortables en répétant des affirmations lumineuses sans affronter leurs blessures profondes. Cette attitude crée une dissociation intérieure. La véritable positivité ne nie pas la douleur, elle l'intègre. Elle reconnaît les difficultés sans s'y identifier. Elle ne dit pas que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Elle affirme plutôt que, même dans l'épreuve, une possibilité de croissance existe. Le déni affaiblit la flamme intérieure, car il repose sur la peur de regarder l'ombre. L'acceptation lucide, au contraire, renforce le feu. Elle permet d'orienter la conscience vers des solutions plutôt que vers la fuite. Être positif de manière authentique, c'est oser dire « oui, cette situation est difficile, mais je choisis d'y répondre avec clarté et responsabilité ». Cette posture crée une stabilité vibratoire durable. Chapitre 2. La transmutation des ombres. L'ombre n'est pas l'ennemi du feu. Elle est la matière que le feu transforme. Les émotions lourdes, les blessures anciennes, les colères accumulées sont des énergies densifiées qui demandent à être reconnues. Transmuter ne signifie pas réprimer. Cela signifie accueillir l'émotion, l'observer sans jugement, puis la traverser avec conscience. Lorsque la colère est reconnue sans être projetée, elle révèle souvent une limite violée ou une valeur ignorée. Lorsque la tristesse est honorée, elle ouvre un espace de sensibilité et de profondeur. La positivité authentique utilise le feu cosmique intérieur pour brûler les résidus émotionnels qui empêchent l'expansion. Elle transforme la peur en vigilance, la jalousie en inspiration, la frustration en créativité. Ce processus demande du temps et de la patience, mais chaque transmutation renforce la stabilité intérieure. Chapitre 3. La gratitude cosmique. La gratitude est l'un des amplificateurs vibratoires les plus puissants. Elle ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures favorables. Elle naît d'une reconnaissance profonde de la vie elle-même. Exprimer de la gratitude, même pour de petites choses, réaligne instantanément la conscience sur l'abondance, plutôt que sur le manque. Ce réalignement modifie la fréquence intérieure. La gratitude cosmique va au-delà du remerciement personnel. Elle inclut la reconnaissance du mystère de l'existence, du souffle qui nous traverse, de la nature qui nous soutient, des rencontres qui nous façonnent. Les gardiens du feu cosmique répondent particulièrement à cette vibration. La gratitude ouvre des canaux subtils et renforce la connexion avec les sphères lumineuses. Cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer les défis. Cela signifie refuser de laisser les difficultés obscurcir la perception de la beauté encore présente. Chapitre 4. La compassion vibratoire. La compassion est une force stabilisatrice. Elle naît de la compréhension que chaque être traverse son propre chemin d'apprentissage. Être compatissant ne signifie pas approuver les comportements destructeurs, mais reconnaître que derrière chaque action se cache une conscience en évolution. La compassion vibratoire apaise les tensions intérieures. Elle empêche la colère de se transformer en haine. Elle permet de maintenir le feu intérieur sans qu'il ne devienne incendie. Lorsqu'un gardien conscient agit avec compassion,
Il crée un champ harmonisant autour de lui. Les conflits se désamorcent plus facilement. Les échanges deviennent plus authentiques. La compassion commence par soi-même. S'accorder le droit à l'erreur, se pardonner. Se relever sans autocondamnation excessive renforce la flamme. Chapitre 5. La joie consciente. La joie véritable n'est pas une excitation passagère. Elle est une vibration stable qui émerge lorsque l'on vit en cohérence avec son feu intérieur. La joie consciente peut exister même au milieu des défis. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle refuse de s'y enfermer. Rire sincèrement, créer, danser, contempler la nature, partager des moments authentiques sont des actes spirituels lorsqu'ils sont vécus en pleine présence. La joie élève la fréquence collective. Elle agit comme un contrepoids aux lourdeurs ambiantes. Les gardiens du feu cosmique encouragent cette joie, car elle nourrit l'équilibre universel. Un être joyeux rayonne naturellement. Chapitre 6. La foi active. La foi n'est pas une croyance aveugle. Elle est une confiance consciente dans le processus de l'évolution. Elle repose sur l'expérience intérieure plutôt que sur des dogmes imposés. La foi active se manifeste par des choix concrets. Elle inspire des actions alignées, même lorsque le résultat n'est pas garanti. Elle permet de traverser l'incertitude sans s'effondrer. Elle maintient la flamme stable lorsque les repères extérieurs vacillent. La foi active ne signifie pas attendre passivement une intervention divine. Elle signifie coopérer avec le flux cosmique en posant des actes cohérents. Lorsque la positivité authentique s'unit à la foi active, le gardien conscient devient une source d'inspiration durable. La positivité authentique n'est donc pas une façade lumineuse masquant l'ombre. Elle est une alchimie intérieure constante. Elle transforme les épreuves en apprentissage, les erreurs en prise de conscience, les incertitudes en opportunités d'expansion. Mais à mesure que la lumière s'intensifie, des intrigues plus profondes se révèlent, car toute expansion de conscience attire des forces d'équilibre opposées. Et pour comprendre pleinement le rôle des gardiens du feu cosmique, il faut oser explorer ces dynamiques cachées qui entourent l'évolution de l'humanité. Partie 8. Intrigues et révélations. À mesure que la conscience humaine s'élève et que le feu cosmique s'intensifie dans les cœurs, une réalité plus complexe se dévoile. L'évolution n'est pas un chemin linéaire et paisible. Elle est traversée de tensions, d'oppositions, de voiles et de révélations successives. Là où la lumière grandit, les zones d'ombre deviennent plus visibles. Là où la mémoire revient, les illusions résistent. Cette dynamique n'est pas un échec du processus spirituel, mais une composante essentielle de l'équilibre universel. Les intrigues invisibles ne sont pas des conspirations simplistes. Elles sont des forces de polarité qui stimulent le discernement humain. Comprendre ces révélations, c'est cesser de craindre l'opposition et apprendre à lire les mouvements subtils de l'évolution collective. C'est aussi comprendre que les gardiens du feu cosmique ne combattent pas l'ombre. Ils maintiennent l'équilibre afin que la conscience choisisse librement la lumière. Chapitre 1. Le grand voile. Le voile qui recouvre la mémoire humaine n'est pas une barrière hostile. Il est un filtre. Il permet à l'expérience d'être authentique. Sans lui, l'incarnation serait une simple extension automatique de la source. Mais à mesure que l'humanité évolue, ce voile devient plus translucide. Les anciennes certitudes vacillent, les structures rigides se fissurent. Les questions existentielles émergent avec plus d'intensité. Le grand voile ne se lève pas brutalement. Il s'amincit progressivement à mesure que la maturité collective grandit. Ceux qui sont prêts perçoivent davantage. Ceux qui résistent ressentent une confusion accrue. Ce voile agit aussi comme un mécanisme de protection. Une révélation trop soudaine de la totalité pourrait déstabiliser des consciences encore fragiles. Ainsi, l'évolution suit un rythme précis. Les gardiens du feu cosmique ajustent subtilement cette transparence. Ils ne décident pas pour l'humanité, mais ils maintiennent la cohérence du processus. Chapitre 2. Les forces opposées. Toute lumière crée une ombre proportionnelle. Ce principe universel ne signifie pas que l'ombre soit malveillante en essence. Elle représente la polarité nécessaire à l'apprentissage. Les forces opposées ne sont pas toujours incarnées par des figures visibles. Elles peuvent se manifester sous forme d'idées, de systèmes,
de croyances collectives fondées sur la séparation et la peur. Ces forces testent la stabilité de la conscience humaine. Elles amplifient les doutes, stimulent les divisions, alimentent les illusions de pouvoir et de contrôle. Cependant, sans opposition, il n'y aurait pas de discernement. Sans contraste, la lumière ne serait pas reconnue comme telle. Le véritable enjeu n'est pas de détruire les forces opposées, mais de ne pas s'y laisser absorber. Le gardien conscient apprend à observer sans haïr, à comprendre sans se soumettre. Chapitre 3. Le test de l'humanité. Nous traversons une période où les choix individuels ont un impact collectif accéléré. Les technologies amplifient les pensées. Les réseaux diffusent les émotions. Les décisions locales résonnent globalement. Ce contexte constitue un test. Non pas un examen imposé par une entité supérieure, mais une conséquence naturelle de l'interconnexion croissante. L'humanité est confrontée à ses propres créations. Elle doit décider si elle utilise son intelligence pour dominer ou pour harmoniser. Chaque individu participe à ce test par ses choix quotidiens. Chaque pensée constructive renforce le champ lumineux. Chaque acte guidé par la peur alimente la densité. Les gardiens du feu cosmique observent ce moment avec une attention particulière, non pour juger, mais pour soutenir ceux qui choisissent l'alignement. Chapitre 4. Les âmes anciennes revenues. Il existe des consciences qui semblent porter une maturité inhabituelle dès l'enfance, une sensibilité accrue, une profondeur intuitive, un sentiment de décalage avec les structures conventionnelles. Ces âmes anciennes ne sont pas supérieures. Elles sont expérimentées. Elles ont traversé de nombreux cycles d'apprentissage et reviennent dans des périodes charnières pour stabiliser le champ collectif. Elles ne sont pas nécessairement célèbres ou reconnues. Beaucoup œuvrent discrètement dans leur environnement immédiat. Leur défi principal est l'adaptation. Elles doivent apprendre à incarner leur sagesse sans se couper du monde. Les gardiens renforcent leur connexion intérieure afin qu'elles puissent accomplir leur rôle sans se laisser submerger. Chapitre 5. Le code caché. Au cœur du feu cosmique existe une structure vibratoire précise, une sorte de code universel. Ce code n'est pas écrit en lettres ou en chiffres. Il est inscrit dans la fréquence. Certaines séquences sonores, certaines intentions collectives, certaines configurations d'alignement intérieur activent ce code plus intensément. Il se manifeste par des élans créatifs soudains, des percées scientifiques inspirées, des mouvements de conscience collective. Ce code répond particulièrement à l'unité. Lorsque plusieurs individus s'alignent sincèrement pour le bien commun, la fréquence s'amplifie. Le code caché n'est pas secret par volonté d'exclusion. Il est simplement inaccessible aux intentions fragmentées. Il s'ouvre à la cohérence. Chapitre 6. La clé du cœur. Malgré la complexité apparente des intrigues et des dynamiques opposées, la clé demeure simple. Elle ne se trouve ni dans une technologie secrète, ni dans un rituel inaccessible. Elle réside dans le cœur conscient. Le cœur n'est pas seulement un organe biologique. Il est un centre vibratoire capable d'harmoniser les polarités. Lorsque l'intellect et l'émotion s'unissent dans la sincérité, le cœur devient un portail stable. Il permet de traverser les intrigues sans se perdre. La clé du cœur est l'authenticité. Elle dissout les illusions de séparation. Elle révèle que même l'opposition fait partie du mouvement global. Les gardiens du feu cosmique reconnaissent cette activation. Ils amplifient le rayonnement de ceux qui choisissent d'agir depuis ce centre. Les intrigues et révélations ne sont pas des obstacles à l'évolution. Elles en sont les accélérateurs. Elles obligent la conscience humaine à choisir, à discerner, à s'affirmer. À mesure que les voiles s'affinent et que les oppositions s'intensifient, une nouvelle ère se dessine. Une ère où le réalignement devient possible à grande échelle. Une ère où le feu cosmique peut s'ancrer plus profondément encore dans la conscience collective. Partie 9. L'ère du réalignement. Après les intrigues, après les révélations, après les confrontations avec l'ombre et les forces opposées, vient un moment charnière, celui du réalignement. Ce moment n'est pas annoncé par des trompettes célestes. Il s'installe progressivement, presque silencieusement, dans la conscience collective. Il se manifeste par un questionnement global, par un refus croissant des structures fondées sur la peur,
par une aspiration profonde à l'authenticité. L'ère du réalignement ne signifie pas la disparition immédiate des conflits, mais l'émergence d'une lucidité nouvelle. Elle marque le passage d'une humanité dominée par l'oubli à une humanité consciente de sa responsabilité vibratoire. Dans cette transition, le feu cosmique cesse d'être une étincelle isolée dans certains cœurs. Il devient un réseau vivant, interconnecté, en expansion. Chapitre 1. Les effondrements apparents. Tout réalignement commence par un désajustement. Ce qui était construit sur des bases fragiles ne peut résister indéfiniment à l'augmentation de fréquence. Ainsi, des effondrements apparaissent. Ces effondrements peuvent être économiques, sociaux, institutionnels, relationnels. Ils peuvent aussi être intérieurs, perte de repères, remise en question identitaire, crise de sens. À première vue, ils semblent annoncer un chaos grandissant. Mais en profondeur, ils révèlent ce qui n'était plus aligné avec l'évolution collective. Lorsque des structures basées sur la domination ou la manipulation se fissurent, cela crée une instabilité temporaire. Pourtant, cette instabilité ouvre un espace de reconstruction plus consciente. Les gardiens du feu cosmique n'empêchent pas ces effondrements nécessaires. Ils soutiennent la capacité humaine à en extraire la sagesse plutôt que la peur. Chapitre 2. Les réseaux de lumière. À mesure que certaines structures se désintègrent, d'autres émergent. Non pas toujours visibles dans les médias dominants, mais actives dans les relations humaines, dans les initiatives locales, dans les collaborations sincères. Les réseaux de lumière ne sont pas des organisations secrètes. Ils sont constitués d'individus alignés qui choisissent la coopération plutôt que la compétition aveugle. Lorsque plusieurs consciences vibrent dans une intention commune de bienveillance et de responsabilité, un champ énergétique collectif se crée. Ce champ renforce chaque membre du réseau. Les technologies modernes, bien utilisées, facilitent ces connexions. Elles permettent à des âmes alignées de se rencontrer au-delà des frontières géographiques. Les gardiens amplifient ces réseaux en soutenant la cohérence de leurs intentions. Plus l'authenticité est grande, plus le réseau devient stable. Chapitre 3. Technologie et spiritualité. La technologie est souvent perçue comme opposée à la spiritualité. Pourtant, elle est une création humaine, issue de la même intelligence qui cherche à comprendre l'univers. La question n'est pas la technologie en elle-même, mais l'intention qui la guide. Utilisée dans la peur et le contrôle, elle renforce la séparation. Utilisée avec conscience, elle peut devenir un outil d'expansion collective. Les découvertes scientifiques récentes révèlent une interconnexion profonde entre matière et énergie. Ces avancées rapprochent progressivement la science et la spiritualité. La technologie peut diffuser des messages d'éveil, faciliter l'apprentissage, connecter des consciences alignées. Elle peut aussi devenir un miroir amplifiant les déséquilibres. Le réalignement consiste à intégrer la technologie dans une vision éthique et vibratoire cohérente. Les gardiens n'opposent pas progrès et spiritualité. Ils soutiennent leur harmonisation. Chapitre 4. Les communautés vibratoires. L'individualisme excessif a marqué une phase importante de l'évolution humaine. Mais l'ère du réalignement favorise l'émergence de communautés vibratoires. Ces communautés ne sont pas nécessairement des regroupements physiques permanents. Elles peuvent être des cercles d'échange, des collaborations créatives, des initiatives solidaires. Ce qui les distingue n'est pas leur structure, mais leur fréquence. Elles sont fondées sur la transparence, le respect mutuel, la responsabilité partagée. Dans ces espaces, la parole est authentique. Les différences ne sont pas des menaces, mais des enrichissements. Les communautés vibratoires stabilisent le feu cosmique collectif. Elles permettent de maintenir la motivation. Lorsque les défis extérieurs semblent accablants, les gardiens soutiennent ces regroupements en renforçant leur cohésion énergétique. Chapitre 5. La guérison collective. Le réalignement ne concerne pas uniquement des systèmes extérieurs. Il implique une guérison collective des blessures accumulées. Les traumatismes historiques, les mémoires de conflits, les injustices non résolues laissent des empreintes dans le champ vibratoire global. La guérison collective commence par la reconnaissance. Refuser de voir les blessures maintient leur influence inconsciente. À travers le dialogue sincère,
La justice réparatrice, l'éducation consciente, des couches anciennes de douleur peuvent être progressivement transmutées. Chaque individu qui guérit une part de son histoire personnelle contribue à alléger le champ collectif. Le feu cosmique agit ici comme un purificateur. Il ne nie pas le passé, mais il permet de ne plus s'y enchaîner. Chapitre 6, la nouvelle terre intérieure. Beaucoup parlent d'une nouvelle terre comme d'un événement extérieur spectaculaire. Pourtant, la transformation commence à l'intérieur. La nouvelle terre est d'abord un état de conscience. Elle naît lorsque l'individu choisit de vivre en cohérence avec son feu intérieur, indépendamment des turbulences environnantes. À mesure que ce choix se répète, il modifie les relations, les structures, les systèmes. La réalité extérieure finit toujours par refléter la fréquence dominante intérieure. Ainsi, la véritable révolution est vibratoire avant d'être matérielle. Les gardiens du feu cosmique accompagnent cette transition en renforçant la stabilité de ceux qui incarnent déjà cette nouvelle fréquence. L'ère du réalignement n'est pas une utopie soudaine. Elle est un processus progressif où chaque conscience joue un rôle. À mesure que les réseaux lumineux se densifient et que la guérison collective s'approfondit, une alliance plus vaste devient possible. Une alliance entre l'humanité réconciliée, la nature vivante et les sphères subtiles. C'est cette alliance ultime que nous allons maintenant explorer. Partie 10. L'alliance finale. À l'issue de ce long cheminement, à travers l'origine du feu cosmique, la nature vivante, les sphères astrales, l'oubli sacré, les signes subtils, l'engagement conscient, la positivité transformatrice, les intrigues révélées et le réalignement collectif. Une évidence émerge, tout converge vers une alliance. Non pas une alliance politique ou idéologique, mais une réconciliation vibratoire profonde. L'alliance finale n'est pas un événement futur imposé par une force extérieure. Elle est une maturation intérieure de l'humanité. Elle marque le moment où l'être humain cesse de se percevoir comme séparé du divin, de la terre et des dimensions invisibles. Elle inaugure une ère où le feu cosmique n'est plus fragile ni voilé, mais stable, conscient, partagé. Cette alliance n'est pas la fin du voyage. Elle est le commencement d'une nouvelle responsabilité. Chapitre 1. L'humanité réconciliée. L'humanité a longtemps oscillé entre orgueil et culpabilité. Tantôt se croyant maîtresse absolue de la terre, tantôt se percevant comme indigne face au divin. La réconciliation commence lorsque ces extrêmes se dissolvent. Être réconcilié, c'est reconnaître sa grandeur sans arrogance et ses limites sans honte. C'est accepter que l'erreur fasse partie de l'apprentissage, sans s'y identifier. Une humanité réconciliée ne cherche plus à dominer la nature ni à se soumettre aveuglément à des dogmes. Elle assume son rôle de co-créatrice consciente. Cette réconciliation implique également la guérison des divisions internes, entre science et spiritualité, entre culture, entre générations. Lorsque la réconciliation intérieure se généralise, les conflits extérieurs perdent leur intensité. La coopération devient plus naturelle que la compétition destructrice. Les gardiens du feu cosmique soutiennent cette maturité collective en stabilisant les consciences prêtes à incarner cette unité. Chapitre 2. Nature et conscience unifiées. Dans l'alliance finale, la nature n'est plus considérée comme une ressource à exploiter, mais comme une intelligence partenaire. Les villes, les technologies, les systèmes économiques évoluent pour s'harmoniser avec les cycles naturels plutôt que de les contraindre. L'être humain redécouvre le langage subtil des éléments. Il écoute le vent, observe les saisons, respecte les équilibres écologiques. Cette unification ne signifie pas un retour primitif, mais une intégration avancée. La modernité s'aligne avec la sagesse ancienne. Lorsque la conscience humaine cesse de s'opposer à la nature, le champ vibratoire planétaire se stabilise. Les catastrophes liées aux excès diminuent progressivement. La Terre répond à l'harmonie par l'abondance et la résilience. Chapitre 3. L'astral intégré. Dans les âges passés, l'astral était perçu comme mystérieux, parfois craint. Dans l'alliance finale, il devient intégré. L'humanité reconnaît que ses pensées et ses émotions influencent des champs subtils réels. La responsabilité vibratoire devient une évidence. Les pratiques méditatives,
La maîtrise émotionnelle et l'éducation consciente font partie de la culture collective. La peur de l'invisible disparaît progressivement, remplacée par une compréhension respectueuse. Les échanges entre les plans deviennent plus fluides pour ceux qui sont préparés intérieurement. Non pas sous forme de phénomènes sensationnels, mais comme une intuition stable et claire. Les gardiens du feu cosmique collaborent alors avec une humanité consciente, non plus comme des protecteurs silencieux d'une flamme fragile, mais comme des partenaires dans l'évolution. Chapitre 4. Le feu stabilisé. Le moment le plus décisif de l'alliance finale est la stabilisation du feu, cosmique dans la conscience humaine. Ce feu ne vacille plus au moindre doute. Il ne dépend plus des circonstances extérieures pour briller. Il devient une présence constante, même au cœur des défis, une force calme rayonnante. La stabilisation ne signifie pas l'absence totale d'épreuves. Elle signifie que les épreuves ne peuvent plus éteindre la lumière intérieure. Lorsque suffisamment d'individus stabilisent leur flamme, le champ collectif atteint un seuil critique. La peur perd son emprise dominante. Le feu stabilisé éclaire les décisions politiques, économiques, scientifiques. Il inspire des solutions créatives, alignées avec l'équilibre universel. Chapitre 5. Les nouveaux gardiens. Dans cette nouvelle phase, les gardiens ne sont plus perçus comme des entités lointaines. Chaque être humain conscient devient un gardien. Le titre n'est pas proclamé. Il est vécu. Être gardien signifie veiller sur sa propre flamme et soutenir celle des autres. Les nouveaux gardiens agissent dans tous les domaines: éducation, art, sciences, agriculture, technologie, relations humaines. Ils ne forment pas une élite fermée. Ils sont reconnus à leur cohérence, à leur humilité, à leur rayonnement paisible. Ils comprennent que protéger le feu cosmique ne signifie pas imposer une vision unique, mais préserver la liberté d'éveil. Les gardiens originels continuent d'exister dans les sphères subtiles, mais leur rôle évolue. Ils accompagnent une humanité devenue adulte spirituellement. Chapitre 6. L'éternel présent. L'alliance finale ne marque pas une fin figée dans le temps. Elle ouvre un état de conscience centré sur l'éternel présent. Le passé est intégré comme mémoire. Le futur est envisagé comme potentiel. Mais l'action se situe dans l'instant. Vivre dans l'éternel présent signifie agir avec lucidité, sans être prisonnier des regrets ni des projections anxieuses. Le feu cosmique brûle toujours dans le maintenant. Il ne se nourrit ni des nostalgies, ni des peurs futures. Lorsque l'humanité s'ancre dans cet état, elle cesse de courir après des illusions extérieures. Elle crée à partir d'une stabilité intérieure. Les gardiens du feu cosmique, visibles et invisibles, reconnaissent alors l'accomplissement du pacte originel. Le divin se connaît à travers une humanité consciente, libre et alignée. Ainsi s'achève ce cycle en 10 grandes parties. Mais en vérité, rien ne s'achève, car le feu cosmique ne cesse jamais d'évoluer, de s'expanser, de se révéler. La flamme que vous avez découverte au début de ce voyage est la même qui éclaire maintenant votre conscience. Elle n'attend pas demain. Elle brûle ici, maintenant,